Alors, pour résumer la menace de Nico Takian, on va d'abord résumer la partie 1, donc c'est le chapitre 1 qui dure, je pense, une cinquantaine de pages. On est avec Julien, donc qui est, on suppose, le mari de Chloé qu'on verra dans le chapitre 2. Donc Julien se réveille dans une chambre d'hôpital et il y a un médecin qui s'appelle le docteur Aller qui va commencer à vouloir lui faire suivre une thérapie. En gros, il est persuadé qu'il est dans un complot où on veut où en fait on veut lui faire révéler une identité qui n'est pas la sienne. Dans son hospitalisation, il est aussi accompagné de 2 personnes, une jeune femme et son frère, donc le frère de la jeune femme. Donc un jeune homme qui s'appelle Loïc, qui est plutôt bien bâti, et une femme de corpulence et d'âge. Enfin, une femme jeune, mais une femme de corpulence moyenne, qui est pas forcément canon, mais qui est pas forcément laide non plus, quoi. Et donc, ensuite, on arrive, je pense qu'on y arrive bientôt. Je sais plus à quelle page c'est, je vais vous chercher ça. Donc, vers la page 83, donc on a la partie 2 qui concerne Chloé. Donc, Chloé, qui est une femme apparemment très belle, qui est socialement élevée, qui a fait des grandes études, qui a un salaire très intéressant, voilà, qui est voilà, qui est une femme qui a bien réussi dans la vie, qui est mariée avec un homme qui est vraiment très beau, donc le supposé Julien. Enfin, en gros, tout va bien dans sa vie, et puis à un moment donné, on sait pas pourquoi, elle se fait enlever quand elle va faire ses courses au centre commercial. Et elle est enfermée dans un espèce Alors, on saura plus tard que c'est un sanatorium, c'est le sous-sol d'un sanatorium, donc désaffecté, qui a été remeublé par un psychopathe qui est fan de décors de cinéma. Et donc Chloé va être dans un décor un peu rétro, avec un homme qui la met sous haute surveillance, il y a plein de caméras qui la surveillent, enfin vraiment le truc où elle est vraiment captive. Et où il la contraint à porter certaines tenues, il la contraint à faire certaines choses. Alors, il n'y a pas de viol, en tout cas, dans cette partie. Il y a des tentatives de viol, mais il n'y a pas de viol. Mais en tout cas, il la contraint à faire des choses, notamment à faire des activités ménagères, à faire certains plats. Voilà, il la contraint dans sa façon de manger, dans sa façon enfin, à ses heures de dormir. Enfin, il lui contraint son planning. Donc, qui va à contre-courant de ce que cette jeune femme a l'habitude de vivre, vu que c'est une femme qui a, même si elle est mariée, qui a quand même un mode de vie assez libre, qui a son propre argent, qui fait un peu ses activités comme elle le souhaite, et qui a un mari qui est complètement d'accord avec cette liberté, qui est une liberté, on va dire, chez les femmes occidentales, qui est quand même plutôt courante, quoi. Et donc il n'y a pas rien de... Voilà. On apprend plus tard que cet homme la connaît, même si elle n'a pas l'air d'avoir de souvenirs de cet homme. Mais on apprend plus tard qu'en fait c'est un homme avec qui elle a fait son école d'ingénieur, et puis qui a voulu lui proposer d'aller boire un verre, mais que finalement elle a préféré le fameux Julien qu'elle a fini par épouser. Et donc cet homme concrètement je vais pas vous spoiler davantage, cet homme du coup va vouloir faire en sorte qu'elle tombe amoureuse de lui. En fait, il cherche un petit peu le syndrome de Stockholm, si vous voulez. Et il pense que sous la contrainte, il arrivera à la faire accepter sa condition, à faire en sorte qu'elle accepte, qu'elle soit consentante pour un rapport sexuel, ce qui ne sera jamais le cas. Je vous spoil. Et donc cet homme va commencer à être violent avec elle, sur le plan psychologique et sur le plan physique. Donc concrètement, voilà. Donc si vous voulez pas être spoilé, donc on apprendra plus tard que cet homme il fait partie de on va dire, excusez-moi du terme, mais je pense que c'est une secte, le masculinisme. Donc qui est vraiment pas du tout l'opposé du féminisme, qui est vraiment dans la haine des femmes, même s'il y a certains féministes qui malheureusement sont dans la haine des hommes. Là on est vraiment dans la haine des femmes, faut amoindrir les femmes, etc. Et apparemment c'est une secte qui est assez courante aux États-Unis et puis qui commence à arriver en Europe. Et donc il y a une catégorie qu'on appelle les incels, donc l'auteur en parle très bien à la fin de son roman. Voilà, je reprends les notes de l'auteur, donc parce qu'il nous fait quand même une note en fin de roman pour nous expliquer ce que sont les incels. Donc c'est les involuntary celibates, donc célibataires involontaires. Donc c'est des hommes, on va dire, de style moyen, qui sont ni beaux, ni forcément laids, mais bon, qui sont des
célibataires parfois de longue durée ou qui enchaînent les déceptions amoureuses et qui finissent par se dire que c'est parce que les femmes... Il y a une classification qu'il faut que je vous retrouve dans le livre, que les femmes finalement aiment une certaine catégorie d'hommes, et ce qui fait que voilà, que ces femmes-là ne seront jamais intéressées par eux, donc il faut reprendre le pouvoir et reprendre finalement ces femmes par la force. Donc c'est vraiment une mentalité qui existe réellement, qui apparemment est véhiculée par les réseaux sociaux, que je ne connaissais pas. Et apparemment leur gourou, enfin la personne qu'on considère comme leur martyr, leur, ce que vous voulez, serait Elliot Rogers, qui est un homme qui a été responsable aux États-Unis d'une tuerie, notamment d'une tuerie féminicide. Voilà, donc il y a des termes que j'ai découverts sur le domaine du masculinisme et de l'incel, que je ne connaissais pas du tout. Je connaissais l'existence de ce phénomène, mais j'en avais pas plus de détails. Dans le chapitre qui est dédié à Chloé, en fait, on nous donne des éléments concernant le masculiniste que je ne connais pas du tout. Je vous ferai éventuellement une vidéo si ça vous intéresse là-dessus. Donc, sur des termes qui sont apparemment diffusés largement dans les réseaux sociaux depuis quelques années. Donc, sur la Red Pill, donc ça fait des références au film Matrix, des Tchad, des Stacy, des machins. En fait, des termes que je ne connaissais pas et que ce livre m'a fait découvrir. Donc ce livre, franchement, il est assez noir, hein, on va quand même pas se leurrer, mais sinon on y apprend quand même pas mal de thématiques, pas mal de discours sur les thématiques du masculinisme. Et voilà, donc peut-être que vous avez envie de vous faire spoiler, donc si vous voulez, je vous spoil. Concrètement, à la fin, Julien est bien en vie, et en fait, le Julien qu'on voit dans le chapitre 1, est en fait, comment il s'appelle ? Et Michael, donc le Michael, c'est le kidnappeur de Chloé, qui fait des troubles dissociatifs et qui est persuadé du coup que Loïc et Magali sont des personnages qui sont avec lui, alors qu'en fait Loïc et Magali sont des personnages qui sont dans son esprit, et quand il fait un trouble dissociatif, il croit qu'il est l'un ou l'autre des personnages. Voilà, donc tout est bien, qui finit relativement bien pour les persos, donc en fait... Chloé finit par être sauvée en Espagne, parce que en fait Michael va l'emmener jusqu'en Espagne pour fuir la police. Chloé va être sauvée en Espagne parce qu'elle va fuir et elle va se réfugier dans une église et elle va être sauvée par le prêtre de cette église. Et donc après on a une ellipse temporelle où on assiste au dernier chapitre du livre, qui est également l'épilogue, au procès donc de ce fameux Michael, qui finit par être condamné à perpétuité, à la réclusion criminelle après perpétuité. Je précise que la majorité partie de l'histoire se passe en France. Dans le chapitre 3, on a une partie en Espagne, au moment de la fuite, mais sinon ça se passe en France. Même si c'est on va dire des courants de pensée, des idéologies, on dirait même, qui viennent des États-Unis, la scène se passe en France. Je ne sais pas si l'auteur est français, mais en tout cas, je pense qu'il est francophone, mais à voir. Et donc cet auteur, c'est pas ce que je veux dire. Et en fait, cette histoire se finit avec Chloé qui finit amputée à cause d'une blessure, d'une fracture assez importante qui s'est infectée quand elle a essayé de s'enfuir, et que du coup, Michael ne lui a pas porté assistance, enfin a tenté de lui porter assistance à sa matière, c'est-à-dire en l'amputant à l'arrière de sa voiture. Donc c'est vraiment des détails assez gore sur les violences faites aux femmes, enfin sur les violences faites à l'humain en général, mais là c'est vraiment sur une violence faite aux femmes. Et donc Chloé finit par perdre sa jambe gauche, et à la fin on a ce processus où elle se finit, parce qu'elle a quand même un capital financier assez important, et elle finit par pouvoir avoir une prothèse high-tech, voilà, qu'elle va vouloir diffuser dans son association, parce qu'elle a une activité associative. Elle va leur proposer à des enfants défavorisés ou des personnes défavorisées amputées de pouvoir bénéficier de cette prothèse à moindre coût. Enfin, il y a vraiment un beau projet qui se finit. Bon, l'histoire est assez noire, mais qui se finit relativement bien au vu du contexte. Donc je vous ai pas donné tous les détails, je vous ai parlé de façon un petit peu pêle-mêle, mais j'espère toutefois que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles lectures et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!